Faut toucher aux paramétrages de l'ordinateur. Terminal. C'est ça. Merci beaucoup. Ah oui, et donc là, D'accord, c'est vous qui s'en occupe. ouais, ouais. Et là, j'ai vu qu'il y avait des gens en ligne. On peut les voir. Il y a 3 minutes. Et tout installer devant, s'il vous plaît. Et devant, en priorité, d'arriver. Ceux qui arrivent, est-ce que vous pouvez nous accéder? Il y a trop de monde, donc je vais mettre là. Voilà. Je vous remercie. À cet après-midi, dans la première moitié de l'ensemble.
Ouais, la première c'est comme si, tu vois, bon, bah, ça allait venir. Ça n'arrivait pas. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Alors qu'en fait, ouais, Voilà. Donc, cette intervention, c'est que je suis présente. Et après, qui en prend c'est qui les gens. Une matinale que vous risquez de t'emmêler. je veux pas. Ce que j'aime, là, c'est que je me rends totalement responsable. Voilà, voilà. De la technique. Alors, moi, non. Que j'ai rendu complètement responsable. Je m'en occupe il y a un quart d'heure dans les choux. Ah, mais ça me rassure. Ah bah non, mais c'est le grand classique. Hein. C'est bon. Ouais. Ouais, merci. Pardon. Bon, donc 1 heure max, hein. Oula, oui, oui. Même qu'à voilà. Et là, Bah, vous voyez, vous serez à l'écart. Ouais. Ok, d'accord. Ok. De toute façon, c'est 12h30. Jusqu'à midi et demi, il n'y a pas de problème. Bon, on peut terminer avant, c'est ça? Bon, ok, d'accord. Je vais faire 45 minutes. Non, mais il n'y a pas de ils n'ont pas tous. Il n'y a pas de problème. Non, Il n'y a pas de problème. Bon. Il faut que je parle. Ouais, ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Celles et ceux qui viennent d'arriver, je vous prie de vous installer devant. Voilà. Bien. Pour dormir, Donc, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 8e conférence de l'IEP. Nous accueillons aujourd'hui François Dedieu. Donc, François Dedieu est sociologue, directeur de recherche à l'INRAE. Donc, l'INRAE est l'Institut national de la recherche pour l'agronomie, l'agriculture, pardon, l'alimentation et l'environnement. Ouais, depuis peu. Oui, effectivement. Donc, nous allons retrouver des thèmes que vous avez déjà bien connus dans des conférences précédentes sur les questions environnementales, comme dans les conférences de Franck Lirzin, d'Arthur Jobert, ou la dernière conférence de François Jarige également sur donc des questions énergétiques, climatiques. Un des axes de recherche de François Dedieu porte sur la façon dont l'action publique appréhende le risque, voire les catastrophes, hein, comme la tempête de 1999 ou la pandémie de Covid-19. Vous interrogez aussi sur, vous analysez plutôt les raisons qui vont peut-être freiner ou empêcher aussi la transition écologique, dont une forme de production sociale de l'ignorance. Ce qui nous rapproche du propos d'aujourd'hui, puisque vous allez centrer votre intervention sur votre dernier ouvrage, Pesticides, le confort de l'ignorance. Je vous Merci. Alors, hop. Donc Voilà, je l'ai dit. pêche. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour l'invitation. Moi, je suis ravi de revenir à l'IEP. J'étais déjà intervenu l'année dernière.
Bien, donc Yves a déjà tout dit, donc je déteste moi les chercheurs qui passent leur temps à se présenter, mais là c'est important, en fait je vais essayer de vous montrer en fait quel type de sociologue je suis, parce que ça va avoir une incidence sur ce que je vais vous raconter pour la suite. Moi je suis un sociologue de ce qu'on appelle l'action publique. Hein, c'est une vieille tradition de recherche qui est née aux États-Unis, qui s'appelait la policy analysis, qui en fait s'était intéressée à la manière dont les politiques sont conçues et mises en œuvre autour de relations de pouvoir hein, entre des acteurs qui sont interdépendants. Voilà, donc vous allez voir, en fait, moi je m'intéresse beaucoup, comme l'a dit Yves, en fait, autour de cette action publique en matière environnementale pour comprendre en fait comment des jeux de pouvoir entre des acteurs qui sont très différents, je vais vous fournir l'illustration ici, en fait, arrivent à mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre les politiques environnementales. Voilà, donc ça c'est un petit préalable, vous verrez, j'y reviendrai. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la production sociale de l'ignorance, et ce que je vous propose, c'est de partir non pas d'une, mais de deux énigmes. Des énigmes en fait qui ont en fait attrait à la manière dont les pouvoirs publics utilisent la connaissance scientifique dans les problèmes environnementaux. Première énigme, je ne sais pas si vous venez ou vous êtes très jeune, mais si on prend deux grands derniers scandales sanitaires que sont l'amiante ou le Mediator, on observe systématiquement la même chose. Le scandale de l'amiante. Vous vous souvenez, peut-être, vous connaissez les poussières d'amiante hein, qui étaient inscrites dans des murs, des matériaux qu'on utilisait de manière très fréquente et dont l'accumulation de poussière sur les poumons en fait, crée une maladie, une forme de cancer qu'on appelle l'abcétose. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on observe? En fait, l'amiante est reconnue par une organisation très importante dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle le CIRC, comme un cancérigène très probable pour l'homme en 1977. Mais en France, Jacques Chirac, le président à l'époque, a interdit l'amiante comme substance d'interdiction de tout usage en 1997. 1977, 1997. 20 ans se sont écoulés entre la reconnaissance officielle du danger et l'action des pouvoirs publics. Même chose dans le cas du Mediator. Hein, vous savez, le Mediator, qui est cet antidiabétique, ce médicament tristement commercialisé par les laboratoires Servier, qui sont un antidiabétique qui a été commercialisé comme un coup de fin, donc un usage un petit peu différent, et qui entraînait des risques secondaires très dommageables qu'on appelle les risques de vulvopathie, c'est-à-dire en fait des malformations cardiaques. Bien. Là aussi, mêmes effets, même cause. Les risques secondaires du Mediator sont identifiés à la fin des années 90 en France. Un grand nombre de pays, d'ailleurs, européens, comme l'Espagne ou l'Italie, vont interdire, et la Suisse, vont interdire la commercialisation du Mediator au début des années 2000. Bien. Mais en France, il va falloir attendre 2009 pour que ces effets secondaires soient reconnus. Vous en avez peut-être entendu parler avec Irène Frachon, hein, cette pneumologue en fait, de Brest, qui a lancé l'alerte auprès des pouvoirs publics et qui se sont décidés enfin à retirer le Mediator au nom en fait, de ces effets secondaires très peu maîtrisables. Donc, encore une fois, là aussi, vous voyez, c'est comme sur l'amiante. 1999, 2009, il s'est écoulé à peu près 20 ans entre la reconnaissance de danger officiel et l'action des pouvoirs publics. Alors, pour beaucoup, et je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui, le prochain grand scandale sanitaire est lié à ces produits toxiques qu'on utilise dans l'agriculture, qu'on appelle les pesticides. Vous avez sûrement dû en entendre parler, parce qu'ils tiennent régulièrement en fait, le haut de l'affiche et de l'actualité. Bien. Alors, les pesticides, qu'est-ce que c'est? Ben, vous savez, en fait, les pesticides, ce sont en fait ces composés chimiques, hein, très compliqués, je donnerai quelques exemples ici, qui ont accompagné en fait l'essor de l'agriculture française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant longtemps, en fait, ces produits chimiques, ces composés chimiques, encore une fois, qui sont hautement toxiques parce qu'ils ont été conçus en fait pour lutter contre des insectes ou des maladies, hein, des insectes, donc des insecticides, des maladies, ce qu'on appelle les fongicides ou des mauvaises herbes, les herbicides, ils ont été conçus en fait pour détruire en fait une partie des organismes vivants, des organismes qui soient à la fois des champignons ou encore des insectes. Bien. Donc ces produits hautement toxiques ont longtemps été considérés comme des produits miracles pour l'agriculture. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, ils accompagnent tout l'essor de la production agricole, puisqu'à cette époque-là, on en avait. Mais depuis quelques années, et aux États-Unis depuis les années 60 et en France depuis les années 90, ces produits en fait sont suspectés d'occasionner des dégâts majeurs à la fois sur l'environnement et sur l'homme. Donc vous allez sûrement entendre parler, mais dans les années 90, apparaissent les premières grandes controverses sur les pesticides autour d'une classe de famille d'insecticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui étaient accusés de détruire des cheptels entiers d'abeilles. Hein, observer les apiculteurs.
Bien. Donc, les pesticides sont aujourd'hui très fortement suspectés d'être des produits extrêmement néfastes, donc à la fois pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, et en particulier pour la santé en fait, des agriculteurs qui sont les premiers concernés par le problème. Mais c'est là la deuxième énigme. Si vous regardez en fait cette actualité, vous allez voir qu'en fait, les dangers des pesticides, ils s'exposent toujours à la même caractéristique. C'est-à-dire, lorsqu'on lance une alerte sur leur danger, et ben finalement, en fait, ce danger est systématiquement mis en doute. C'était le cas, par exemple, des néonicotinoïdes, où à la fin des années 1990, on n'était pas réellement sûr que ce soit cette classe d'insecticides qui provoquent en fait la chute, la hausse de mortalité des abeilles dans les chambres. Bien, et cette controverse-là, elle va durer 15 ans. Mais si on prend un exemple plus récent, qui est le glyphosate, dont vous avez dû tous entendre et tout entendre parler, c'est-à-dire en fait l'herbicide qui est le plus vendu au monde par l'ex-firme Monsanto, aujourd'hui racheté par Bayer, qui a été classé en 2009 par les autorités européennes, qu'on appelle l'EFSA, le European Food Agency, qui doit classer, catégoriser en fait ces risques. Cette autorité considérait, comme elle l'a fait depuis des années, que le glyphosate n'entraînait pas de danger pour l'homme, donc il n'était pas cancérigène. Mais patatras, la même année, un autre organisme, le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, lui a considéré que le glyphosate était au contraire un danger probable pour l'homme, cette catégorie de classification 2A. Donc, vous voyez, ça illustre encore une fois le fait qu'en fait, le danger des pesticides ne sont jamais très clairs. C'est-à-dire qu'il faut croire dans le glyphosate. Le Centre international de recherche contre le cancer ou encore une fois les autorités européennes. Et finalement, le doute est permis. Bien. Alors, jusqu'à un passé récent, la question par laquelle moi j'ai commencé mon travail sur les pesticides, seul et avec d'autres, était de dire, mais finalement, pourquoi on observe ce doute systématique sur les dangers des pesticides? Alors jusque-là, la principale explication provenait de ce qu'on appelle la formation de controverses scientifiques. Controverses scientifiques, si on doit le résumer très rapidement, sont la dispute durable de deux disciplines scientifiques qui vont s'intéresser au même objet, mais qui vont produire des conclusions très différentes. Bien. C'est par exemple ce qui s'est passé sur le cas des abeilles, parce que pendant 15 ans, on s'est interrogé sur le fait de savoir si les néonicotinoïdes étaient bien responsables de l'effondrement des cheptels d'abeilles, puisque à l'époque, on suivait aussi une autre piste qu'on appelle, qui est un virus, un acarien qui s'appelle le varroa, qui avait la bonne idée en fait de se former au printemps, au même moment où en fait, on utilisait les néonicotinoïdes sur les abeilles. Donc là, encore une fois, pendant 15 ans, on va avoir cette controverse pour savoir en fait quelle est la cause en fait de la mortalité des abeilles. Et cette controverse va durer pendant 15 ans et elle va se clôturer. J'y reviendrai dans les questions si ce sujet vous intéresse. Va être clôturé il y a peu d'ailleurs. Bien. Donc jusqu'à présent, on pensait qu'en fait finalement ce doute était lié en fait à l'incertitude, à la production scientifique. Bien. Mais depuis quelques années, une thèse bien plus sombre a vu le jour qu'on appelle la production sociale de l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la production sociale de l'ignorance? Je vais faire un tout petit détour et je vais revenir après à mon affaire. Pour les sciences sociales et les sociologues en particulier, la production sociale de l'ignorance ne correspond pas à la vision scientifique dont on a l'habitude en fait d'entendre parler. C'est-à-dire en fait un vide originel que la simple accumulation de connaissances permettait de combler. Par exemple, on ne sait pas s'il y a de la vie sur Mars, mais l'accumulation et les progrès scientifiques vont nous permettre de dire en quelle mesure il y a pu avoir de la vie sur Mars. Non. Pour les sciences sociales, la production de l'ignorance, ce n'est pas ça. La production de l'ignorance, c'est-à-dire des dangers qu'on ignore collectivement, sont le produit d'effets de sélection qui peuvent être politiques, culturels ou organisationnels. C'est par exemple la formation de tabous dans une société qui nous conduit en fait collectivement, comme c'est le cas par exemple sur le cas des violences sexuelles, qui nous conduit collectivement à ignorer ce type de problème. Et donc tout le travail des sociologues et des politistes et des historiens va être de comprendre finalement comment on en arrive à évacuer un certain nombre de problèmes dans les sociétés contemporaines ou passées. Bien. Je reviens à mon propos, puisque la production sociale de l'ignorance dans le domaine santé-environnement, qui nous intéresse tous et toutes ici, va naître de cet ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, mais par contre, je vous préviens tout de suite qu'il peut vous donner des insomnies, puisqu'il est extrêmement effroyable, vous allez voir pourquoi. Cet ouvrage de Robert Proctor, qui s'est intéressé à la manière dont l'industrie du tabac a, pendant des décennies, œuvré
à entretenir délibérément le doute sur les dangers sanitaires du tabac. Qu'est-ce que fait Procter? Il dispose d'abord, si vous destinez à la recherche, d'un matériel sur lequel tous les chercheurs rêvent, c'est-à-dire un corpus d'archives de 80 000 pages qui viennent en fait qui sont des documents internes de l'industrie, des grands industriels du tabac à l'époque. Ouais, ils sont 7 et ils sont extrêmement puissants. Bien, l'administration Clinton à l'époque, au début des années 2000, en fait, suite à un certain nombre de plaintes judiciaires, a contraint les industriels du tabac à livrer leurs archives dans les universités. Et donc, Robert Procter a eu le loisir d'étudier en fait ce corpus magnifique. Et qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence? Un complot. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous le dire rapidement. En septembre 1953, les grands industriels du tabac se réunissent dans un hôtel de New York pour essayer de comprendre en fait ce qu'ils vont faire face à des nouvelles connaissances scientifiques qui viennent de montrer de manière assez évidente que le fait de fumer longtemps, ou en tout cas sur un long terme, provoque les risques de cancer du poumon. Et donc, toute la stratégie des industriels va être de comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut faire face en fait à ces nouvelles connaissances scientifiques. Et là, Procter va nous détailler les stratégies extrêmement intelligentes qu'ils vont mettre en œuvre. Comme le dit un cadre de Brown et Williamson, avec un mémo qui va rester célèbre et qui traduit en fait toute la stratégie des entreprises, c'est qu'il ne faut pas contester ces connaissances scientifiques, il faut au contraire les mettre en doute. Et il faut les mettre en doute par la science. Donc voilà ce que vont faire les industriels. Ils vont créer un institut de recherche, le Tobacco Industry Research Council, le TIR. Ils vont financer des études qui vont s'intéresser aux causes alternatives des cancers du poumon. Donc, ils vont regarder en fait quels sont le poids des facteurs génétiques sur le cancer du poumon, regarder le poids des facteurs environnementaux comme la pollution et tout un excusez-moi, plein d'autres facteurs, pour le dire comme ça, qui sont certaines fois, des fois assez ridicules. Vous verrez, je vous invite à lire l'ouvrage. Bien. Mais quelle est l'idée ici? L'idée ici, c'est de regarder si le fait de fumer provoque le cancer du poumon, mais c'est de noyer le problème dans une série de causes bien plus diverses. Et de cette manière, nous dit Procter, finalement, on se sert de la science pour entretenir le doute dans l'esprit du consommateur et évidemment, vous en doutez, permet aux industriels du tabac de continuer à vendre leurs cigarettes. Bien. Alors, Procter nous dit cette stratégie est remarquable d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la légitimité de la science contre elle-même, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va mettre en doute des connaissances qui sont pourtant bel et bien acquises par d'autres connaissances scientifiques. Et surtout, nous dit Procter, en fait, on se sert de certains scientifiques dits indépendants comme porte-parole indirecte de leurs intérêts. Donc, vous voyez, cette stratégie, elle est redoutablement efficace. Et elle est tellement efficace, nous dit Procter, que si on regarde, en fait, si on regarde les courbes de consommation du tabac entre le moment où les connaissances étaient bien acquises, en fait, du fait de fumer, et les moments où les autorités américaines, c'était 1953, les autorités américaines ont commencé à communiquer sur le fait que fumer était dangereux pour la santé, pour provoquer les cancers du poumon, il s'est écoulé 10 ans. Pendant 10 ans, nous dit Procter, c'est 8 000 milliards de cigarettes qui ont été fumées en trop aux États-Unis. 8 000 milliards de cigarettes qui ont été fumées en trop, c'est 8 millions de morts, selon les estimations qu'il fait. Un holocauste. OK? Bien. Pour beaucoup d'observateurs, de journalistes et de mes collègues, il ne fait guère de doute que les stratégies qui ont été déployées par les industriels du tabac se retrouvent dans le cas des pesticides. En effet, si on regarde le cas des pesticides, on voit que finalement, en fait, les firmes de l'agro-industrie ressemblent beaucoup à celles du tabac, puisqu'en fait, 5 gros industries se partagent à peu près 75% du marché et vont se partager un marché qui était estimé il y a peu à 57 milliards de dollars. Bien. Et donc, pour beaucoup, finalement, s'il y a un doute systématique autour des dangers des pesticides, c'est que les industriels manœuvrent dans l'ombre aussi pour entretenir ce doute. Alors, figurez-vous que cette thèse, elle est bel et bien avérée. On va tuer le suspense. Ce que je montre dans la première partie de mon livre, c'est qu'un grand nombre d'affaires nous montrent que les industriels essayent, en coulisses, de manœuvrer la science officielle et académique pour entretenir ce doute. Le meilleur exemple, c'est le cas du glyphosate. En 2015, est paru en France et dans le monde ce qu'on a appelé les Monsanto Papers.
Alors, les Monsanto Papers, qu'est-ce que c'est? Là, suit un processus judiciaire similaire à ce que je vous ai dit sur le tabac, des victimes du glyphosate, et notamment un jardinier amateur qui est resté très célèbre, qui a porté ce combat, en fait, a fait accuser Monsanto, en tout cas, a traîné Monsanto en justice et a réussi à démontrer qu'en fait, le glyphosate était bien à l'origine en fait, de sa maladie professionnelle. Du coup, la justice américaine a saisi les documents internes de l'entreprise, de l'ex-entreprise Monsanto, et les a donnés à un consortium de presse. Si vous vous intéressez au sujet, en France, Le Monde a fait toute une série. Stéphane Aurel et Stéphane Foucard ont fait une série d'articles autour de ça. Et qu'est-ce qu'on découvre? Des manœuvres qui sont similaires à celle du tabac. Par exemple, dans le cas du glyphosate, les Monsanto Papers, qui sont, vous verrez, en fait, si vous vous intéressez au problème, des échanges de mails en particulier. Mais ça fait force de preuve, et une force de preuve qui est non négligeable ici. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Que les cas de Monsanto, quand ils ont connaissance en fait, de l'expertise du CIR, qui, je vous le rappelle, classe le glyphosate comme cancérigène probable, mettent en œuvre aussi une stratégie. Ils s'interrogent sur la stratégie à suivre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une stratégie qui est un peu similaire à celle qui a été mise dans le cas du tabac. Ils vont recruter, via un cabinet de consultants, Interact Consulting, des experts, dont certains travaillent pour eux, mais certains sont indépendants, pour leur faire une revue de littérature sur le cas du glyphosate. Il faut savoir si le glyphosate était bien cancérigène. Et qu'est-ce qu'ils vont observer? Quelle est la conclusion de leurs travaux? Évidemment, vous doutez que finalement, le glyphosate est sûr pour l'homme et n'est pas cancérigène. Le niveau de preuve, selon eux, on y reviendra si vous voulez dans la conclusion, n'est pas suffisant. Et donc, ces experts-là vont publier dans une revue académique indépendante qui s'appelle la Critical Review of Toxicology, en 2015, une série d'articles, dont un article qui va être célèbre, qui fait le point sur la littérature et qui est censé dire que finalement, on sait aujourd'hui que le glyphosate n'est pas cancérigène. Bien. Alors, attention, parce que dans ces sujets, le diable, la maxime du diable est dans les détails, n'a jamais été aussi avérée. Bien. Quand vous publiez des articles scientifiques, vous devez vous soumettre à ce qu'on appelle un peer review. C'est-à-dire que vous allez avoir d'autres scientifiques qui vont évaluer en fait le sérieux, le caractère scientifique de votre démarche. Et dans ce peer review, vous devez déclarer ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt pour montrer que vous n'avez pas de lien d'intérêt avec une entreprise. Alors, ces experts vont dire, nous avons travaillé pour Monsanto qui nous a payé, mais nous sommes totalement indépendants. C'est-à-dire que jamais Monsanto n'a regardé ce que nous faisions dans nos travaux. Bien. Ça, c'est ce qu'ils ont déclaré et c'est ce qui leur a permis d'être publiés. Néanmoins, qu'est-ce que révèlent les Monsanto Papers? Que ces experts étaient bien sous le contrôle de Monsanto. C'est-à-dire qu'en fait, des cadres de Monsanto ont regardé très précisément la manière dont travaillaient ces experts et ont orienté de manière assez subtile sur l'editing les conclusions qu'ils ont fournies. Donc, vous voyez ici, en fait, on retrouve des manœuvres qui sont similaires à celles du tabac, c'est-à-dire en essayant de faire publier dans des revues dites indépendantes des conclusions qui sont, on peut le dire, plutôt faussées. D'accord? Donc, ça veut dire au passage aussi qu'ils ont totalement trahi le peer review. Bien, on y reviendra dans la conclusion. Bon, ce que je montre dans ma première partie de l'ouvrage, c'est que les manœuvres des industriels pour orienter la science officielle sur le cas des pesticides et entretenir ce doute systématique, donc existent bel et bien. Là, il y a la stratégie dont je vous ai parlé, qui s'appelle ce qu'on appelle le phénomène de ghostwriting, c'est-à-dire l'écriture fantôme d'un industriel qui tient la plume discrètement de scientifiques indépendants. Dans mon livre, je vous montre aussi qu'il existe d'autres manœuvres qu'on appelle le revolving door, c'est-à-dire la capacité en fait, de certains experts de l'industrie à passer dans le public et à revenir dans l'industrie. Ici, il y a ce qu'on appelle une espèce de conflit d'intérêts beaucoup plus larvé et beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Bien. Donc, les manœuvres des industriels existent bel et bien. Et ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, c'est que finalement, ce n'est pas tellement là le problème. Ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, c'est que les manœuvres des industriels pour orchestrer le doute sur les dangers des pesticides ne constituent que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle où le grand public et une grande partie de mes collègues vont se focaliser. Ce dont je vais essayer de vous faire ici la démonstration, c'est qu'en fait, la production du doute dans le cas des pesticides repose sur une face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire celle qui est en dessous de l'eau, c'est-à-dire celle dont le grand public a du mal à percevoir. Et quelle est cette face immergée? Eh bien, elle est représentée par les dispositifs d'action publique
qui ont la charge de contrôler les risques liés aux pesticides. Autrement dit, je vais essayer de vous montrer que les dispositifs d'action publique produisent souvent, malgré eux, je dis bien souvent, le doute et l'ignorance autour des dangers des pesticides. Je précise. Je vais vous montrer ici qu'en fait, ce dispositif interorganisationnel, très complexe, vous allez le voir, mais je vais essayer de vous le réduire au maximum, s'arrange, vous verrez quels sont les mécanismes sociaux que je mets dessous, pour ignorer toutes les alertes qui portent sur les dangers diffus des pesticides. Et en particulier, ce dispositif s'arrange pour ignorer toutes les alertes qui viennent remettre en cause les postulats scientifiques et réglementaires du contrôle des risques. Vous allez voir, en fait, va s'enclencher au sein de ce dispositif d'action publique un mécanisme très subtil que j'ai appelé de déni organisé. Alors, déni, pourquoi? Parce que vous verrez en fait qu'il consiste à prendre une partie de ces alertes et à n'en traiter qu'une partie et à de laisser de côté les aspects les plus inconfortables. En effet, comme je vous l'ai dit, ces aspects les plus inconfortables viennent du fait que ces alertes remettent en cause toute la légitimité de ce dispositif organisationnel à contrôler les risques. En effet, si vous remettez en cause les postulats scientifiques ou réglementaires du contrôle des pesticides, vous en venez à admettre qu'on ne contrôle pas réellement les dangers des pesticides. Et ça, c'est inadmissible. OK? Donc, déni, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en fait, ce dispositif s'arrange pour prendre une partie des alertes, en écarter d'autres, tout en prétendant évidemment que ces alertes ont été traitées. Bien. Et pourquoi organiser? Organiser, pas dans le sens de la théorie du complot, mais d'une certaine manière, c'est bien pire. Je vais essayer de vous montrer comment les normes, les outils scientifiques, réglementaires, la division du travail au sein de cet immense dispositif interréglementaire, finalement donner toutes les ressources aux experts, aux agents publics pour écarter ces alertes. OK? Bien. Alors, je vais vous donner un exemple ici, puisque en sociologie, on travaille à partir des cas concrets et on essaye de regarder, en fait, finalement, comment ils illustrent des mécanismes plus globaux. Alors attention, là, c'est la pause un peu pénible. C'est la pause réglementaire, mais il faut que vous en passiez par là pour comprendre, en fait, ce sujet, sinon vous ne comprendrez rien. Bien. Les pesticides aujourd'hui, pour comprendre comment ils sont contrôlés, ils reposent essentiellement sur une procédure réglementaire qu'on appelle la procédure d'homologation. La procédure de l'homologation est la suivante, en fait. C'est-à-dire un industriel qui est désireux de mettre son produit sur le marché doit satisfaire un certain nombre de conditions qui montrent à la fois l'efficacité du pesticide, retenez ça, c'est parce que c'est important, mais aussi son innocuité pour l'homme et pour l'environnement. Bien. Et pour montrer en fait son innocuité pour l'homme et l'environnement, l'industriel doit faire une série de tests qui correspondent à une réglementation européenne qui s'appelle la 1107/2009, donc une réglementation qui s'applique donc à tous les États membres. C'est pas une directive. Et donc cette réglementation va dire, par exemple, va donner un certain nombre de valeurs seuil sur un grand nombre de domaines, que ce soit sur la biodiversité, l'environnement, la santé humaine, la santé du consommateur, et donc va dire en dessous de ce seuil, qui ont été établis par des consensus scientifiques, le pesticide n'entraîne pas de danger, et au-dessus de ce seuil, au contraire, il entraîne un danger, et donc vous ne pourrez pas le commercialiser. Bien. Juste pour terminer, ça va? Donc, je vous reviendrai après, je raffinerai les choses, mais je ne vais pas vous perdre tout de suite, ça va être trop tôt. Je vous raffinerai les choses, mais il y a deux dispositifs. Un dispositif au niveau européen, qui s'occupe en fait de la molécule, et un dispositif au niveau national, qui est aujourd'hui regroupé en zone. On y reviendra dans les conclusions. Retenez pour l'instant que la réglementation européenne fixe un certain nombre de seuils et donc de normes de danger des pesticides pour s'assurer de l'innocuité des pesticides sur l'environnement, sur la santé du consommateur et sur la santé du travailleur dont je vais vous parler ici. Bien. Ça va? OK. Donc, maintenant, je vais essayer de vous montrer en fait comment fonctionne ce délit organisé à travers cette procédure. Bien. Il était une fois, dans le Sud, un collectif de scientifiques qui regroupe des ergonomes et des épidémiologistes
des ergonomes, hein, vous savez, en fait, ces scientifiques un peu bizarres qui suivent pas à pas les travailleurs et qui essayent de comprendre, dans notre cas, comment on se contamine aux pesticides. Et ce groupe de scientifiques va s'intéresser à la manière, en fait, dont un certain nombre d'agriculteurs, hein, dont les viticulteurs, se contaminent ou pas aux pesticides. Et ils vont faire, dans leur étude, une observation très surprenante qui vient de ce qu'on appelle en science une énigme. Bien. Mais ils vont s'apercevoir, en fait, que les salariés qui sont les mieux protégés aux pesticides, c'est-à-dire qui portent, je vais y revenir dessus, ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, qui sont censés, en fait, protéger les agriculteurs contre le risque d'exposition aux pesticides, bah, finalement présentent des taux de contamination de ces produits, hein, qu'on arrive à mesurer dans le sang, hein, de ce qu'on appelle avec les métabolites, très largement supérieurs aux autres. Donc c'est très étonnant. Comment des salariés extrêmement bien protégés, extrêmement bien formés, arrivent à être les plus contaminés aux pesticides? Je vous passe les détails. Ils vont découvrir en fait que les équipements de protection individuelle, je vais y revenir dans 5 minutes, qui sont recommandés par la réglementation, sont totalement perméables aux pesticides. C'est-à-dire qu'ils laissent passer tous les pesticides, notamment vers la peau, qui est la première voie de contamination établie par la science. Oups! Là, c'est un gros problème. Pourquoi? Il faut que je revienne 5 minutes pour vous dire pourquoi c'est un aussi gros problème sur cette réglementation. Je vous ai dit, la réglementation dit, en fonction d'une certaine dose, la dose limite, vous pouvez utiliser le pesticide, c'est OK, et là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand vous utilisez cette dose, vous devez calculer deux choses. Ce qu'on appelle le danger, c'est-à-dire le danger intrinsèque de la molécule pour l'homme, et puis après, la dose à laquelle il va être exposé chaque jour. En toxicologie, on fait le pari. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, oui. Vous voyez rien, hein? Ça fait exprès. Donc là, vous avez la dose réglementaire, je vais l'appeler gaz R. Si vous êtes au-dessus, c'est pas bon. Et si vous êtes en dessous, c'est très bon. Je reviens à ma démonstration. Tous les agriculteurs ne sont pas exposés de la même manière aux pesticides. Ça va dépendre du matériel qu'ils utilisent, quand ils les utilisent, dans les conditions climatiques, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le calcul de l'exposition. OK? Exposition. C'est un peu pénible, mais accrochez-vous, sinon vous n'allez rien comprendre. Bien. Pour faire cette exposition-là, on utilise, pour le dire vite, des modèles de calcul, des modèles d'exposition. C'est-à-dire qu'on va paramétrer dans le modèle quel type de matériel utilise l'agriculteur, c'est un tracteur filtré ou autre, etc., etc. Parce qu'on va considérer qu'en fait, qu'il est loin de l'exposition. On va regarder dans quelles conditions climatiques il le fait et comment il va l'utiliser. D'accord? Donc, on va aller rentrer sur un certain nombre de paramètres. Et ces modèles d'exposition, il y en a 3, ils vont produire une dose journalière, ce qu'on appelle. C'est-à-dire journalière. C'est-à-dire la dose à laquelle un agriculteur est exposé chaque jour. OK? Et là, dans le dispositif, il va falloir que vous regardiez dans la réglementation, c'est-à-dire les agences qui ont en charge de contrôler les dossiers des industriels. En France, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité environnement, OK, et de l'alimentation, évidemment. Ces séries d'experts, en fait, leur travail va être regarder cette TP dossiers d'homologation qui sont fournis par les industriels et de voir par catégorie, parce qu'ils vont les trancher par catégorie, environnement, santé du consommateur et santé au travail, dont je suis en train de vous parler ici. Leur travail va être de regarder si les industriels ont bien fait le calcul de cette dose journalière à laquelle un agriculteur est exposé. Très bien. Et il va regarder, grâce à ce qu'on appelle, vous verrez, on en reviendra aussi sur les documents guides, de voir si ça ne dépasse jamais la dose réglementaire fixée par la réglementation. Cette dose, elle varie en fonction du danger des pesticides, qu'ils soient cancérigènes ou pas. OK? Bon, encore une fois, je ne vais pas vous faire, on y reviendra si vous voulez. Bon, donc, l'évaluateur comme l'industriel, il va dire, est-ce qu'on est au-dessus de la dose ou est-ce qu'on est en dessous de la dose avec ce calcul d'exposition? Il arrive assez fréquemment qu'on soit au-dessus de la dose autorisée. OK? Bien. Et pour ça, vous avez ce que les Américains appellent une magic bullet. C'est-à-dire, lorsque vous êtes au-dessus de la dose autorisée et pour pouvoir bien commercialiser le pesticide, vous allez recommander des mesures de gestion, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des mesures de protection que doit suivre l'agriculteur. Et dans la santé au travail,
la mesure de gestion phare sont le port d'équipements de protection individuelle. OK? À partir du moment où vous recommandez le port d'équipements de protection individuelle, vous le rentrez dans le calcul du modèle et la dose, ici, qui était supérieure, elle va baisser de 70 à 90%. Ça va? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous recommandez un port d'équipement individuel, bah, votre dose elle va quasiment baisser de 90%. OK? Bien. Je reviens à mon histoire. Là, donc, une fois qu'ils ont ça, je termine. L'évaluateur va inscrire dans la réglementation et sur l'étiquette du pesticide que l'agriculteur doit absolument porter un équipement de protection individuelle. OK? Et il doit le suivre. Bien. Je reviens à mon histoire. Le problème de ces scientifiques ont montré que ces équipements de protection individuelle n'étaient absolument pas efficaces contre les pesticides. Autrement dit, mes chers amis, on recommande des équipements de protection individuelle totalement inefficaces. Alors là, c'est ce que j'ai appelé, moi, dans mon livre, des savoirs inconfortables. Comme je vous l'ai dit, qui viennent remettre en cause les postulats réglementaires et scientifiques de la science et du dispositif qui est censé contrôler les dangers des pesticides. Mais pourquoi? Parce que, on peut se demander depuis quand on recommande aux agriculteurs des équipements de protection individuelle qui sont totalement inefficaces. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. 2, encore plus important, on peut se demander, ces modèles d'exposition, comment sont-ils conçus et calculés, puisqu'ils se basent sur une efficacité. Ça veut dire que ce coefficient ici, qu'on appelle le coefficient de sécurité, sur quelle base diable est-il calculé? OK? Bien, autrement dit, cette petite alerte remet en cause tout l'édifice scientifique et réglementaire qui assure le contrôle des pesticides. OK? Bien. Oups. Alors, pourquoi on l'a... Alors, parce que je vois vous brûler de savoir pourquoi. Ben, finalement, c'était tout simple. Les industriels qui vendaient les équipements de protection individuelle n'avaient jamais pris soin de les tester sur les produits qui sont utilisés en agriculture. Ils ne les avaient testés, puisque c'est réglementé là aussi je reviendrai sur les règlements, c'est réglementé par une directive européenne qui normalement est censée garantir cette protection-là, mais les industriels qui vendaient ces EPI n'avaient testé ces EPI qu'avec des produits qui sont utilisés dans l'industrie, puisque l'agriculture est un marché de niche pour ces industriels. OK? Je reviens à mon histoire. Bien. Ces savoirs sont extrêmement inconfortables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la démonstration, tout le dispositif va s'arranger, vous allez voir comment, pour pouvoir donc traiter ces alertes, mais traiter la partie, pour les réinscrire dans les dispositifs ordinaires de ce dispositif, donc traiter les parties les plus confortables et écarter les parties qui sont les plus inconfortables. J'ai oublié une partie inconfortable. Cette alerte EPI, en fait, disait très clairement en fait, aux régulateurs que non seulement les équipements de protection individuelle étaient totalement étanches aux pesticides, ce qui est déjà pas mal, mais qu'en plus de ça, tous les dispositifs de prévention au travail sur lesquels en fait, les agriculteurs doivent suivre pour pouvoir être correctement protégés aux pesticides n'étaient absolument pas suivis d'effet. OK? Donc retenez bien ça. L'étanchéité et le fait que les agriculteurs ne suivent pas les recommandations. Bien. Donc, puisque ces savoirs sont tellement inconfortables, eh ben, il faut s'arranger en fait pour pouvoir les domestiquer. Et comment on va faire? Eh ben, on va procéder de la manière suivante. Premier mécanisme, on va bien les pouvoirs publics. Et donc, de qui parle-t-on? On parle de l'ANSES, cette agence donc, en charge de l'évaluation des risques, qui est en charge de la partie scientifique, et jusqu'à l'époque du ministère de l'Agriculture qui devait autoriser ces produits formellement. Bien. Alors, comment on va faire? Première chose, on va opérer, les experts et les régulateurs vont opérer ce que j'ai appelé des changements limités. C'est-à-dire qu'on va reprendre les dispositifs existants et on va les adapter à la marge. Alors là aussi, je vais passer vite, mais ce qui était en cause dans cette alerte, c'était le mode d'évaluation du risque. Donc, les experts de l'ANSES vont revoir à la marge ce mode d'évaluation du risque. On vous le dira assez vite, avant, les experts de l'ANSES considéraient la tâche d'un agriculteur comme uniforme. Après cette alerte-là, ils vont diviser la tâche en 3, où ils vont en fait
dissocier ce qu'on appelle le mélange chargement, quand on charge les pesticides dans le camion, le mélange lui-même, puisqu'un pesticide, vous savez, c'est un produit chimique dans lequel souvent on rajoute de l'eau qu'on doit touiller, etc., pour remplir la cuve, et puis après, l'usage des pesticides lui-même. Donc, l'ANSES va dire, voilà, l'alerte EPI nous a appris que en fait, notre tâche était un peu trop abstraite, trop standardisée, trop éloignée des conditions réelles, et bien on va la diviser en 3. Mais on pourrait très bien ajouter, leur rétorquer, comme on leur a fait si souvent, de dire que finalement, même ce découpage des tâches restait suffisamment standardisé pour rester très éloigné en fait, des conditions réelles de l'exposition des agriculteurs. Bien, ce qu'ils admettent par ailleurs, on y revient. Deuxième exemple, comme je vous l'ai dit, l'alerte EPI a remis en cause très fondamentalement les mesures de protection qu'on appelle en fait les bonnes pratiques agricoles qui sont à la fois inscrites sur l'étiquette du pesticide, mais aussi dans le code rural. Hein, comme je vous l'ai dit, en fait, cette alerte montrait finalement que les agriculteurs en fait, ne respectaient quasiment jamais ces mesures de prévention hein, qui leur disent comment stocker le produit, comment l'utiliser par certains types de vents, etc. Bien. Au lieu de s'interroger sur cet aspect, sur le côté le plus inconfortable de cette alerte, les régulateurs vont faire l'inverse. Ils vont décider de renforcer les dispositifs de prévention et de recommandation des règles qui sont données aux agriculteurs, donc ces bonnes pratiques agricoles. Comment vont-ils faire? Ils vont mettre en place en fait un dispositif qui s'appelle le dispositif Certifito, et pour vous le dire assez rapidement, qui est une forme de permis de conduire en fait des pesticides. C'est-à-dire que chaque utilisateur de pesticides, qu'il soit amateur ou qu'il soit en fait agriculteur, doivent suivre cette formation de 3 jours pour pouvoir utiliser les pesticides. Cette formation qui a été rendue obligatoire il y a 4-5 ans. Donc, encore une fois, là, toute l'idée des régulateurs va être de dire très bien, les agriculteurs ne suivent pas nos recommandations parce qu'elles sont trop théoriques. Plutôt que de s'interroger fondamentalement là-dessus, ils vont renforcer le dispositif. OK? Bien. Donc, changement à la marge. Et ces changements à la marge, ils ont une particularité. C'est qu'ils permettent de donner aux régulateurs, aux experts, toutes les bonnes raisons de penser qu'à l'avenir, les choses vont s'améliorer alors même qu'ils n'en savent pas grand-chose. Je vous redonne le problème du dispositif Ecophyto. Lorsqu'on a interrogé avec mes collègues tous les régulateurs qui sont en charge maintenant de ce dispositif-là, leur grand argument est de dire oui, alors maintenant la formation elle sera au plus près du terrain, donc les agriculteurs vont mieux les suivre. Et finalement, qu'est-ce qu'ils en savent? Pas grand-chose. Pour vraiment le savoir, il faudra avoir un dispositif d'évaluation extrêmement serré qui permettrait de dire qu'un agriculteur, avant cette formation-là, utilisait les pesticides un peu n'importe comment, et après cette formation-là, s'est vu totalement transformée, et aujourd'hui, elle est être totalement efficace et totalement sain dans l'usage de ces pesticides. Alors, cette évaluation n'est jamais faite. Le ministère de l'Agriculture et les champs d'agriculture qui sont en charge de ce dispositif-là se contentent de vous dire qu'aujourd'hui, 75% des gens qui utilisent les pesticides, donc les agriculteurs, ont été formés au dispositif Certifito. Donc, vous voyez, en fait, finalement, on est dans une registre de la promesse sans savoir très bien finalement, si elle est réellement tenue quant à l'efficacité de cette formation. Bien. Deuxième élément, très important, quand je vous ai dit que les normes permettaient en fait de domestiquer ces savoirs inconfortables, une norme qui est très importante dans ce champ est la prévention au travail. C'est-à-dire qu'on va dire à l'agriculteur, quand il utilise les pesticides, mais sur d'autres dispositions, hein, encore une fois dans le code rural et d'autres, de dire quand vous utilisez les pesticides, il faut que vous les utilisiez selon certaines conditions. Il faut que vous les stockiez de cette manière-là. Il faut que vous les utilisiez en suivant les recommandations d'usage qui sont inscrites sur les étiquettes, pas les utiliser par grand vent, etc., etc. Mais réfléchissez un peu. En donnant autant de règles aux agriculteurs à suivre, ça implique une réciproque très forte. Ça veut dire que si les agriculteurs ne respectent pas ces règles, mais finalement, c'est de leur faute s'ils s'intoxiquent. Donc, vous voyez, vous avez un renversement des choses où on rend l'agriculteur responsable de ces intoxications. Et je vais vous donner un exemple d'un dispositif qui illustre très bien ce renversement de la charge de la preuve. C'est ce qu'on appelle le dispositif, mais je l'ai oublié, Fit Attitude, évidemment, mis en place par la MSA.
et qui est chargé en fait de suivre les intoxications des agriculteurs. Si vous regardez sur le site internet de la MSA ce dispositif, hein, qui est chargé donc de regarder comment les agriculteurs s'intoxiquent aux pesticides et pourquoi, puisqu'ils vont diligenter un certain nombre d'enquêtes, hein, ils vont vous dire la chose suivante, c'est que presque 65% des agriculteurs, des intoxications, sont liées à une erreur de l'agriculteur. Il a mal porté ses gants. Il n'a pas suivi les consignes de grand vent. Il les a mal stockés. Il les a mal transportés, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, ici, dans ce dispositif, le fait que les agriculteurs sont responsables de leur intoxication permet tous les régulateurs et les industriels, évidemment, à bon droit, de se défausser, en fait, des risques d'intoxication. Donc, vous voyez, en fait, ce pouvoir normatif est très fort. Bien. Dernière chose, et peut-être la plus importante. Vous verrez que si vous travaillez, en fait, sur les problématiques environnementales, vous verrez que les problématiques juridiques sont extrêmement importantes. Si on recentre les choses, et quand je vous ai dit que les normes, finalement, permettaient de domestiquer ces savoirs inconfortables, il faut revenir à la reine des normes, comme disent les juristes, qui sont inscrites dans la réglementation européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure. La réglementation européenne vous dit aujourd'hui, en fait, que l'industriel, comme l'évaluateur, doit s'assurer que les consignes qui sont données correspondent aux conditions normales ou réalistes d'utilisation de l'agriculteur. Mais qu'est-ce que veut dire ces conditions réalistes ou normales? Eh bien, finalement, on ne sait pas. Et là, il y a deux positions qui s'affrontent dans lesquelles va se nicher la domestication de ces savoirs inconfortables. D'un côté, pour les régulateurs, ils vont dire que ces conditions normales ou réalistes d'utilisation sont telles qu'ils les formulent eux-mêmes. C'est-à-dire, l'agriculteur doit utiliser les pesticides en portant son EPI dans ses conditions de stockage et non par grand vent. C'est ça les conditions réalistes d'utilisation. Inversement, les agriculteurs, on y reviendra, sur lesquels la grogne des agriculteurs récentes en fait témoigne de ce problème-là, vont eux considérer que les conditions réalistes d'utilisation sont telles qui correspondent à leurs contraintes réelles sur le terrain. Et pour vous dire par exemple un exemple sur le cas des EPI, dont on connaît bien le problème, c'est que souvent, porter un EPI par grande chaleur ou par grand vent est très problématique pour les agriculteurs. Et donc souvent, ils font le choix de ne pas le porter. Donc, du coup, vous voyez deux conceptions de ce qu'on appelle réalistes s'affrontent, la conception des agriculteurs et la conception des régulateurs. Mais pour les régulateurs, finalement, c'est leur position à eux qui s'impose à celle des agriculteurs. Et donc, ils peuvent très bien dire à bon droit, encore une fois, si les agriculteurs ne suivent pas les recommandations qu'on leur a données, c'est eux qui vont avoir un problème. Donc, je vous ai mis là, parce que alors là, vraiment, je ne peux pas résister à vous donner un extrait d'entretien qui résume, selon moi, tout le problème que j'ai fait avec le directeur des produits réglementés de l'ANSES, qui est en charge de l'évaluation des risques, et qui finalement reconnaît ce problème-là. Et il dit la chose suivante. C'est tout le problème. Doit-on évaluer les conditions de travail telles qu'elles devraient être, et peut-être qu'il les conçoit eux, ou telles qu'elles sont en réalité, c'est-à-dire celles qui prennent en compte les contraintes réelles des agriculteurs. Sachant que si l'on prend en compte les conditions réelles des agriculteurs, écoutez, il est vraisemblable que la plupart des pesticides ne seraient pas autorisés. Voilà tout le problème. Et vous voyez comment la réglementation, en fait, donne aux régulateurs et aux experts toutes les bonnes raisons, en fait, d'ignorer ces savoirs inconfortables. OK? Bien. Alors, je vous l'ai dit, je suis un sociologue, ce qu'on appelle de l'action publique. Et les sociologues, ces gens-là qui sont un peu bizarres, et en fait vont s'intéresser non pas uniquement aux experts et aux agents administratifs, mais vont s'intéresser aussi en fait à la constellation d'acteurs qui entourent les dispositifs de réglementation officiels. Dans mon cas, il m'est apparu dans mon analyse très important de regarder la logique, comment la logique des industriels, la logique des agriculteurs ou encore la logique des associations environnementales qui viennent dénoncer ces dangers influent ou non sur cette production de l'ignorance. Bien. Et ce que j'ai constaté dans mon analyse, c'est que cette combinaison de logique vient renforcer en fait toute la production de l'ignorance. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous montrer ici très vite, et après je conclurai, ce qui est d'ailleurs assez, je vais tenir les temps, c'est parfait. Je vais vous montrer en fait que cette combinaison logique a une face visible et une face qui est beaucoup moins visible, ce que j'ai appelé l'architecture invisible. Et ces deux faces construit ce que j'ai appelé une machinerie de la production de l'ignorance,
Pourquoi machinerie? J'utilise cette métaphore pour vous montrer en fait comment les logiques d'action combinées forment les rouages d'une machine qui parviennent à entretenir de manière aussi spectaculaire l'ignorance sur les dangers des pesticides. Alors, quelle est cette phase visible? La première phase visible, c'est que la stratégie aujourd'hui de R&D des firmes de l'agro-industrie permet très indirectement de renforcer l'ignorance. Pourquoi? Bon, alors, très vite. Aujourd'hui, en fait, il n'existe plus de ce qu'on appelle l'innovation de rupture dans le cas des pesticides. Les industriels vont, en fait, développer en fait, des pesticides à partir des molécules qu'ils connaissent déjà par mélange de molécules. Bien. Ces mélanges de molécules ne sont pas évalués au niveau européen, mais sont évalués au niveau des États membres qui, aujourd'hui, sont regroupés en zones. Il y en a 3 aujourd'hui. La France est dans la zone sud et c'est l'ANSES, l'agence de référence là-dessus. Bien. Cette évolution des business models des firmes contribue à surcharger les agences d'évaluation des risques. Puisqu'encore une fois, puisque ça concerne les mélanges, ils vont s'adresser ils vont faire évaluer leur dossier, excusez-moi, par les agences d'évaluation au niveau national ou au niveau des zones. Et en faisant, ils vont surcharger ces agences. Et plus les agences seront surchargées, parce que concrètement, cette agence, en particulier l'ANSES, a 1 an, voire 2 ans de retard en fait, dans les dossiers qu'elle doit rendre. Plus elle va les surcharger, plus elle va contraindre les experts à se replier de manière mécanique sur la réglementation et les documents guides. Et plus ils vont se replier sur ces documents guides, moins ils vont avoir de liberté pour regarder des dangers plus inhabituels. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je m'avais donné à un expert de l'ANSES de dire, sur certains dossiers d'évaluation, ils vont s'interroger sur la manière dont certaines molécules qui sont utilisées en été vont s'évaporer et vont peut-être contaminer en fait, les gens qui vont être autour ou d'autres travailleurs. Très bien. Bien. Sauf que la réglementation ne prévoit pas ce cas de figure-là. Mais donc, même si l'expert s'interroge sur cet aspect-là, et comme il est en retard, il va se contenter d'appliquer la réglementation qui est déjà suffisamment complexe. Et donc va ignorer à son bon droit, en fait, tout ce type de danger. Bien. Donc, vous voyez, l'évolution même du commerce des pesticides conduit indirectement à une surcharge des agents de réglementation, conduit à un repli sur les procédures, qui viennent renforcer l'ignorance. Deuxième exemple. À chaque alerte des pesticides, le réflexe pavlovien, comme sur un grand nombre d'acteurs, pour les pouvoirs publics, consiste en fait à produire des nouvelles règles, de nouvelles réglementations, comme ça a été le cas sur le pays. On a donné des nouvelles consignes d'usage aux agriculteurs. Bien. Mais là aussi, je vais aller passer vite là-dessus. Si vous interrogez les agriculteurs, en particulier ceux que je connais bien dans l'arboriculture, ils vont vous dire que lorsqu'ils utilisent les pesticides, ils sont dans l'illégalité permanente. La réglementation aujourd'hui est tellement contraignante que les agriculteurs sont contraints d'y déroger. Et ça, c'est un problème pour eux, non pas sur les contrôles administratifs, mais pour les risques commerciaux que ça peut engendrer. Comme l'a dit en fait un certain nombre d'arboriculteurs, si on savait les formes d'irrégularité à laquelle on se livre, les risques commerciaux seraient trop importants, on se contaminer, surtout dans le contexte actuel, plutôt en faveur des antipesticides, même si les choses sont retournées, on en parlera si on va encore voler. Mais finalement, en fait, les risques commerciaux sont très importants. Et donc, du coup, les agriculteurs sont contraints de masquer ces irrégularités. Comment font-ils? Ils développent ce que j'ai appelé la culture du secret. Alors, culture, non pas au sens souvent un peu idiot et un peu facile qu'utilisent les sociologues, mais au sens de ce que lui donnent les anthropologues. Une culture, c'est ce qui se cultive chaque jour, sur lequel, en fait, on prend un soin à reproduire. Les agriculteurs, dans le cas des pesticides, pour entretenir le secret, ils vont faire une chose qui est très simple. Ils vont utiliser eux-mêmes les pesticides ou alors ils vont confier en des gens qu'ils ont confiance. Soit leur chef d'exploitation, soit des gens de leur famille. OK? Et cette culture du secret handicape, encore une fois, indirectement la production de connaissances. Parce que si vous interrogez des scientifiques dont je vous ai parlé là, tout à l'heure, qui s'intéressent au mode d'intoxication professionnelle des pesticides, ils vont vous dire que les difficultés d'accès au terrain sont phénoménales. Pourquoi? Parce que les agriculteurs veulent te dire éloigner tous les regards extérieurs de la manière dont ils utilisent les pesticides. Et ça handicape donc toute la production de connaissances scientifiques sur ces expositions professionnelles. Et moins on en sait sur la réalité de ces expositions professionnelles, plus ce dispositif dont je vous ai parlé
va devenir légitime parce qu'il va être jamais contesté. Donc, vous voyez en fait comment certaines formes de logique s'entretiennent les unes aux autres. C'est une machinerie du déni qui se met en doute, mais qui a en plus de ça, figurez-vous, en fait, des aspects beaucoup plus tacites. Et là, j'en aurais presque terminé. Parce que j'en vois certains déjà qui baillent. Bien. Alors, je vous ai dit ici, il y a des jeux qui sont très visibles, mais lorsqu'on analyse finement les choses, on voit que finalement, il s'opère en fait des conflits qui sont tacites dans les politiques publiques, et c'est comme c'est le cas des pesticides. Je vais essayer ici de vous montrer en fait que tous les acteurs, toutes les parties prenantes des pesticides n'ont pas vraiment intérêt à remettre en cause les postulats de la science réglementaire dont je vous ai parlé ici, parce que finalement, tous et toutes s'y retrouvent. Et je vais essayer de vous montrer qu'une partie de ces acteurs sont assez surprenants, parce qu'ils proviennent d'acteurs qui sont directement en conflit les uns aux autres. Alors, de quoi s'agit-il? Si on regarde cette politique-là, finalement, on peut la séparer en 3 grandes coalitions. À gauche, vous avez les pro-pesticides, c'est-à-dire à la fois les firmes de l'agro-business, évidemment, le ministère de l'Agriculture, qui a intérêt en fait à avoir un certain nombre de pesticides pour satisfaire une mission qui est très importante pour eux, qui est la protection des végétaux. Hein, le ministère de l'Agriculture doit s'assurer en fait qu'en face de chaque maladie qui touche l'agriculture, on ait une solution. Et ces solutions sont chimiques. Bien. Et figurez-vous, une logique dont je ne vous ai pas parlé ici, c'est que le ministère de l'Agriculture, comme les agriculteurs, veulent avoir à leur disposition pour assurer cette mission-là, non pas un seul pesticide pour lutter contre une maladie, mais avoir 4 ou 5 pesticides pour lutter contre une même maladie. Pourquoi? Parce que on ajoute, ça permet de garantir l'efficacité des pesticides, parce que si vous utilisez un pesticide contre une même maladie, souvent, la maladie va s'adapter à la chimie et va la contourner. Par contre, si vous changez à chaque fois en fait, de formule chimique, bah, finalement, vous allez gagner en efficacité. Et en plus, ce mécanisme-là, pour les agriculteurs, leur permet de faire baisser le coût des pesticides, parce que lorsque vous allez voir votre coopérative, vous avez plusieurs produits pour lutter contre une même maladie, le prix des pesticides va avoir tendance à baisser. Et aujourd'hui, on y reviendra là aussi si vous voulez, avec l'augmentation en fait, des exploitations agricoles, les agriculteurs sont conduits à faire des économies d'échelle, c'est-à-dire des baisses de coûts fixes. OK? Alors ceux-là, ici, ils ont intérêt à avoir sur le marché un grand nombre de produits. Et pour ça, ils ont un outil qui est formidable, c'est-à-dire qu'ils se collent en fait sur la réglementation et sur la science réglementaire. Pour vous le dire vite, un industriel, lorsqu'il va commercialiser un pesticide, il va mettre 10 ans à le faire. OK? Et il doit rentabiliser, ça va lui coûter à peu près 250 millions. Et pour rentabiliser en fait les coûts de la R&D, il doit le faire sur un temps qui est extrêmement court, 4 à 5 ans, pour atteindre ce qu'ils appellent un peak sale, c'est-à-dire un niveau de vente et qui doit être atteint très vite, parce qu'après en fait les firmes ont tendance à copier en fait ces pesticides-là. Bien. Tout le problème pour l'industriel, c'est que ce pesticide, comme c'est passé à de très rares exceptions dans l'histoire, comme ça s'est passé pour les néonicotinoïdes, c'est qu'on leur retire le produit avant l'atteinte de ce peak sale. C'est un échec commercial. Pour s'assurer que le produit va bien rester 5 ou 6 ans sur le marché, contrairement à ce que vous pensez, l'industriel respecte de manière draconienne la réglementation et va aller chercher les agences qui sont les plus draconiennes, ou en tout cas qui ont la réputation d'être la plus dure. Pourquoi? Parce que s'ils s'exposent, comme ça a été le cas, encore une fois sur les néonicotinoïdes, à des risques juridiques, ils pourront toujours arguer du fait qu'ils ont eu l'évaluation la plus rigoureuse en Europe. OK? Donc, la stabilité de cet ensemble de normes et de sciences permet donc de faire rentrer un grand nombre de pesticides sur le marché, puisqu'en fait, on cale la R&D et toutes nos pratiques là-dessus. Bien. Donc, vous voyez en fait que cette coalition-là, ce qu'elle ne veut pas, c'est qu'on remette du jour au lendemain en cause tout cet ensemble de normes et de postulats scientifiques, parce que ça viendrait perturber en fait tout le marché. Donc, leur intérêt, c'est de garder les choses. De l'autre côté, on a les antipesticides qui sont constitués en fait d'associations environnementalistes, en France Génération Future, et d'autres d'hommes et femmes politiques et de journalistes qui aujourd'hui prennent fait et cause contre les pesticides. Bien. Et au milieu, en fait, vous voyez bien que ces deux coalitions en fait sont en très forte opposition l'une contre l'autre. Et au milieu, vous avez l'expertise scientifique officielle, l'ANSES, qui est chargée de produire en fait des avis basés sur l'objectivité scientifique et qui permet de trancher trancher en fait les conflits qui existent entre ces deux coalitions. Est-ce que tel pesticide est dangereux ou pas pour la santé? Bien.
Bon, ce que je voudrais vous montrer ici, encore une fois, c'est que vous voyez, ça c'est le jeu visible. Et en fait, il existe un jeu invisible où toutes ces parties sont d'accord pour la non-remise en question de ces séances réglementaires. Alors, je voulais expliquer pour les pro-pesticides, c'est-à-dire que jouer sur la stabilité réglementaire permet en fait de faire entrer un grand nombre de pesticides sur le marché. C'est valable aussi pour l'Agence de sécurité sanitaire, puisque l'Agence de sécurité sanitaire, qu'on accuse régulièrement d'être en conflit d'intérêts avec les industriels, alors même qu'ils ne le sont pas et qu'ils prennent toutes les précautions pour ne pas l'être, finalement s'entend tacitement avec cette coalition pro-pesticides pour ne pas remettre en cause les postulats de la science réglementaire. Pourquoi? Parce que remettre en cause une partie de la réglementation, comme ça a été le cas pour les abeilles, est un cauchemar pour eux. Non seulement ça décrédibilise leur avis, et en plus ça implique un processus bureaucratique qui est extrêmement lourd, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, la réglementation est au niveau européen et implique qu'on se mette d'accord à 27 sur de nouvelles normes. Ça a été le cas, par exemple, en fait, sur la nouvelle norme abeille sur la toxicité, qui en est à 7 ans de travaux, je crois, à peu près. Donc, en fait, ce que ne veut pas cette agence, c'est qu'on remette en cause cet ensemble de normes et de postulats scientifiques qui composent ce qu'on appelle la science réglementaire. Mais figurez-vous que jusqu'à un passé récent, même les anti-pesticides, il y avait quelque part un intérêt. Alors, les choses ont changé aujourd'hui, et j'y reviendrai dans la discussion, mais jusqu'à un passé récent, les antipesticides, en fait, essayaient de dénoncer les dangers des pesticides à travers un seul prisme qui était celui du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que générations futures, jusqu'à un passé récent, encore une fois, les choses vont évoluer, hein, les systèmes sociaux, en fait, sont des corps vivants, donc évoluent, mais en fait, dénoncer systématiquement les dangers des pesticides en dénonçant les conflits d'intérêts qui existaient soit entre l'ANSES et les industriels, soit entre le ministère de l'Agriculture et les industriels. Pourquoi? Parce qu'en en fait, en dénonçant les conflits d'intérêts, on s'ouvre pour eux systématiquement les portes des médias. Pour une association environnementaliste, le problème est de se faire connaître. Et pour vous faire connaître, il faut régulièrement passer dans les médias. Et pour passer dans les médias, il faut dénoncer un scandale. Bien. Ça vous permet de vous faire connaître, mais surtout, cette notoriété, elle n'est pas évanescente. Elle est articulée aussi à des enjeux financiers. Par exemple, l'association Génération Future a une structure financière qui est particulière. Pour ne pas dépendre d'un ou deux financiers, ils ont misé sur le fait de reposer en fait toute leur stabilité financière, tout leur budget, sur les adhérents ou sur d'autres associations. Mais cette stratégie a une contrepartie qui est forte. C'est-à-dire que en fait, vous allez multiplier les guichets auxquels vous allez demander. Et chaque année, vous devez remettre votre budget à l'ouvrage. Donc, vous n'êtes pas certain en fait de la stabilité de tout ça. Le meilleur moyen pour Génération Future, comme pour d'autres associations, d'assurer cette stabilité financière, c'est d'obtenir une forme de notoriété et d'obtenir ce qu'on appelle des victoires. Pour copier en fait le vocabulaire américain sur des victoires environnementales. Ça permet de la faire connaître, ça permet de les asseoir dans le champ et ça permet en fait d'attirer toujours vers eux en fait des nouveaux adhérents. Bien, mais, et j'en ai presque terminé, en faisant ça, en se centrant uniquement sur le conflit d'intérêts, les ONG et les antipesticides ne voient pas le cœur du problème, qui est cet ensemble de normes et de postulats scientifiques. Et donc, ce faisant, en fait, la critique qu'ils portent à chaque fois passe à côté, en fait, de toute la séance réglementaire. Et donc, finalement, on vient, en fait, à s'accorder avec les deux autres ici, les pro-pesticides et les scientifiques, pour ne pas remettre en cause les postulats de cette séance réglementaire. OK? Bon, eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Vous voyez en fait que jusque-là, en fait, toute la production de l'ignorance consistait à dire qu'en fait, les lobbies manœuvrent dans l'ombre toute la science. Et donc, l'ignorance pouvait se définir comme ce que l'on cache. OK? Bien. Ce que j'ai essayé de vous montrer, que c'est, même si les lobbies jouent bel et bien dans cette histoire-là, ils ne sont pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est la machine bureaucratique qui finalement fonctionne de telle manière que finalement, elle ne fait qu'entretenir l'ignorance et on peut dire, ils participent à reproduire une partie de leurs intérêts. D'accord? Mais l'ignorance et le déni dont je vous ai parlé là, ici, finalement, nous proposent une autre définition de l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qu'on ne veut pas savoir.
finalement, cette immense, ici, ce que je vous ai dit ici, le deuxième point, c'est que ce déni n'est pas un complot. D'une certaine manière, c'est pire que ça. C'est la recherche d'une cohérence. L'ensemble des acteurs dont je vous ai parlé ici sont conscients des limites de ce qu'ils font. Mais comme ils me l'ont dit à peu près tous, ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre ce que leur impose la réglementation, ce que leur impose cet énorme dispositif réglementaire. Hein, si je vous donne un exemple, par exemple, les préventeurs de la santé au travail, hein, qui sont sous le feu d'une critique forte pour leur dire les recommandations que vous formulez finalement sont peu suivies des faits, finalement on dit très bien, on le sait, mais on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que vous voyez, en fait, ces dispositifs d'action publique fonctionnent. Moi, je fais un parallèle avec ce qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive, qui a été inventée par Léon Festinger il y a longtemps, avec un ouvrage que je saurais aussi trop vous recommander, hein, L'échec d'une prophétie, où Festinger montrait en fait une chose qui est très surprenante, c'est que lorsqu'un individu ou un groupe fait face en fait à des épreuves de réalité qui viennent remettre fondamentalement en question leurs croyances, et bien finalement Festinger et ses collègues observent que c'est l'inverse qui se produit. Les croyances ne s'effondrent pas, au contraire, elles se renforcent. Festinger va prendre par exemple l'exemple du fumeur, qui fume en sachant que c'est très mauvais pour sa santé. Mais il va s'inventer plutôt une série de justifications qui vont lui permettre de continuer à fumer et à retrouver une cohérence de son comportement. Donc vous voyez ici, en fait, mon immense dispositif développe aussi des stratégies similaires de dissonance cognitive. Dernière chose, et j'en aurai terminé là, jusqu'à un passé très récent, les sociologues, après les sociologues qui ont été beaucoup inspirés par l'œuvre de Foucault, montraient qu'en fait le pouvoir résidait dans la connaissance. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que le pouvoir réside dans la faculté de maîtriser l'ignorance. Et l'ignorance est un moyen de gouverner. Pourquoi? Pour vous le dire tout simplement, si on commence à reconnaître tous les dangers des pesticides, on va casser tout le dispositif de contrôle des pesticides, en montrant qu'il est inopérant. D'accord? Si vous cassez tout le dispositif de contrôle des pesticides, vous allez casser toute l'industrie et toute l'agriculture française. Puisqu'aujourd'hui, l'agriculture française, on va y revenir si vous voulez, repose en grande partie sur ces produits chimiques. Donc, vous allez détruire toute l'agriculture française, toute la compétitivité française. Hein, la France, qui, je vous rappelle, est le premier exportateur européen de denrées agricoles. Bien. Vous voyez qu'avec ce petit traceur, ben finalement, on tient un système tout entier qui va à la fois de l'agro-industrie à l'agriculture française, à la France, etc. Bien. Et là, vraiment, j'en ai terminé. Pour moi, l'ignorance, ben, tout ce que je vous ai raconté, en fait, vient en fait de ces deux grands philosophes, Calvin et Hobbes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est absolument génial et vraiment fin. Donc, Hobbes, c'est le petit tigre, et Calvin qui est là. Et là, vous voyez que Calvin lui dit, It's true, Hobbes, ignorance is a bliss. L'ignorance, c'est une bénédiction. Il le pousse. Et là, Hobbes lui dit, attention, on est en train de se planter là sur une falaise. Et le petit garçon, Calvin, dit, I don't want to know about it. C'est-à-dire, je ne veux rien savoir à partir de ça. Donc, évidemment, il se gaufre. Et là, le tigre lui dit, je ne suis pas tellement sûr de supporter autant de bénédictions, de bliss, parce que vraiment, ils sont plantés. Et le garçon lui dit, careful, we don't want to learn anything about this. C'est-à-dire, je ne veux rien apprendre de tout ça. Et bien, vous voyez, en fait, que finalement, ce dispositif sur les pesticides fonctionne un peu comme 1, 2, 3, ces 4 séries de BD. Voilà. Et on continue cette ignorance avec tous les effets qu'on connaît sur la biodiversité. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait un peu plus. Pas 2, 3. Et comment vous voyez l'évolution en matière de régulation des pesticides et quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer dans ce domaine? Et deuxièmement, avez-vous rencontré des défis lors de l'organisation Tu as rencontré qui? des défis, voilà, des défis lors de la rédaction de votre livre? Ah oui, 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 d'accord. Des obstacles. Et, et troisième, comment envisagez-vous un changement de mentalité et de pratique vis-à-vis des pesticides dans notre société actuelle? Eh bien, c'est 3 immenses questions.
Alors, la première, comment je vois le rôle des politiques publiques? Alors, les politiques publiques, alors il y a la vision un peu naïve de dire les politiques publiques devraient se baser sur les principes sur lesquels ils sont fondés. En l'occurrence, les pesticides sont fondés sur ce qu'on appelle la politique de précaution, qui est quand même inscrit au premier paragraphe, qui est le 8e mot qui arrive, je crois, dans la réglementation européenne. Bien, donc à ce titre, ils devraient l'appliquer. Et par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, le principe de précaution devrait dire, alors attendez, si les EPI ne sont pas efficaces, on arrête et on prend les choses. Ça, c'est la vision un peu naïve, un peu... Si on prend la vision réaliste, de l'analyste aussi, et de montrer que les politiques publiques, et en particulier le ministère de l'Agriculture, eux, sont pris entre deux feux. Et que ces deux feux sont aujourd'hui quasiment insurmontables. C'est-à-dire qu'à la fois, ils doivent assurer la compétitivité de la France, et donc à ce titre fournir les pesticides aux agriculteurs, mais en même temps garantir en fait la sécurité de l'homme et de la biodiversité. Ce qu'on pourrait très bien... Alors, ils essayent de marcher sur ces deux jambes-là, et ces deux jambes-là sont aujourd'hui, je le pense, de plus en plus on le voit, incompatibles. Voilà. Donc c'est comme ça on devrait le voir. Bien, ça m'amène à votre troisième question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, pour le dire vite, on peut y revenir. On a une politique d'action publique qui s'appelle, vous en avez peut-être entendu parler, le plan Éco-Phyto qui aujourd'hui a été retiré. Il vise à réduire de 50% l'usage des pesticides. Plan qui a été mis en place en 2007. OK? Bien, ce plan est un plantage dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que jusqu'à un passé récent, la consommation des pesticides, alors qu'il devait le diminuer de 50%, a eu tendance à stagner, voire augmenter. Aujourd'hui, ça baisse un peu pour des raisons qui sont précises. On a retiré un certain nombre de molécules qu'on appelle les CMR, les plus dangereuses, mais elles constituent encore 20% du marché. Donc, ouais, ça commence à... Pourquoi les politiques publiques font systématiquement sur fausse route? Parce qu'ils prennent en compte, dans leurs calculs, dans ce plan Éco-Phyto, d'autres éléments que cet objectif-là, pur et simple. Pour vous le dire assez rapidement, le plan Éco-Phyto est fait pour ne pas trop déranger les agriculteurs et aussi un intérêt qui est beaucoup moins avouable pour refinancer les champs d'agriculture qui étaient exsangues à l'époque du plan Éco-Phyto. Donc, commencer déjà, ce que j'attendrai des politiques publiques, c'est porter le bon diagnostic sur le système. Donc, là, on pourrait y revenir. Selon moi, il faut regarder les choses non pas par le petit bout de la lorgnette, en disant à l'agriculteur ce qu'il doit faire. Il faut regarder les choses de manière systémique, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire de penser le changement d'un rouage, de comprendre ce que ce rouage va entraîner sur les autres. Un exemple. Aujourd'hui, sur les pommes, on a toutes les solutions possibles pour faire baisser l'usage des pesticides, l'utilisation des pesticides de 70-80%, c'est phénoménal. Grâce à des variétés de pommes qui sont assez moches, mais qui ne sont pas des OGM, mais qui sont des croisements génétiques qui permettent de résister à la principale maladie pour laquelle on utilise les pesticides dans les pommes, la tablure. Et donc, on utilise les fongicides. Pourquoi on ne les met pas sur le commerce? Merci. Voilà le problème systémique. Parce qu'il faut raisonner à la fois le problème de la production, le problème de la consommation et le problème des pépiniéristes. Donc, il faut trouver un moyen pour que les consommateurs et les consommatrices que vous êtes tous et toutes, si vous allez à Franprix, vous regarderez les pommes tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des golden, des granny, etc., qui sont les variétés les plus vendues. Pourquoi? Parce qu'elles répondent aux attentes du consommateur telles qu'elles ont été construites et telles que le consommateur les veut. C'est-à-dire des pommes très différentes, avec des couleurs très différentes, des crunchs très différents. Si vous voulez bosser l'usage des pesticides, il faut manger d'autres types de pommes. Est-ce que le consommateur y est prêt? Point d'interrogation. Toute la recherche est devant nous ici. Une partie de la recherche va vous montrer, par exemple, que les préférences des consommateurs sont construites par les grandes surfaces. Moi, j'en suis pas si sûr. Le consommateur, après tout, est aussi libre de s'informer. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens d'information. Et on a des classes comme les jeunes, de vous, ou des classes moyennes qui sont particulièrement au fait de ces problématiques-là. Donc, pour revenir à ce qu'il faut faire, il faut d'abord poser le bon diagnostic du problème. C'est-à-dire que le problème ne vient pas des agriculteurs, ne vient pas de la science, ne vient pas de l'industrie, ne vient pas seulement de la consommation, mais c'est un problème systémique en chaîne sur lequel il faut réfléchir. Voilà. Et ça, je ne suis pas sûr que le ministère de l'Agriculture, qui pense la baisse des usages des pesticides, ait vraiment toute la conscience de ça. Même s'ils l'ont intellectuellement, mais ils n'ont pas les outils qui permettent de le faire. Derrière votre deuxième question, au milieu, donc, du coup, quels sont les obstacles auxquels j'ai été confronté? Il y en a eu de nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, je dirais, parce qu'aujourd'hui, le contexte se tend de manière assez phénoménale.
et de porter des choses sur l'ignorance, pas aussi simple, parce qu'en fait, les lobbies reviennent très fort en fait, pour essayer de sauver en fait, l'usage des pesticides. Mais concrètement, pour moi, comme chercheur, c'était les problèmes d'accès au terrain. Par exemple, il m'a fallu énormément de temps pour m'attirer la confiance des agriculteurs pour qu'ils me dévoilent un peu les aspects les plus obscurs en fait, de la production. Donc ça, en termes de production de savoir, c'était cela. Mais il y a des moyens pour le faire, notamment pour rester longtemps sur le terrain. Ouais, c'est pas génial, hein. La BD est mieux, hein. Excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, vous avez raison, c'est une excellente question. Alors, j'ai vu les algues vertes et il y a beaucoup de ressemblances avec ce que je vous ai raconté, hein. Notamment, en fait, le fait du poids des dénis, en fait, des normes bureaucratiques qui, en fait, finalement, ont mis tardé, en fait, à voir le danger. Donc, c'est vraiment extrêmement bien documenté enfin, c'est vraiment le cas d'un journaliste qui est très intéressant. La FNSEA. Le monde agricole est un monde extrêmement divers. Quand vous parlez d'agriculture, vous ne pouvez pas parler d'une seule agriculture. Il y a énormément de modèles agricoles qui coexistent les uns aux autres. La FNSEA, pour le dire de manière assez rapidement, représente les plus puissants. C'est-à-dire les grands céréaliers, les grands producteurs de maïs, etc. Parce que la FNSEA a une capacité de lobby. Alors, je vais vous faire la version courte, très importante en France historiquement avec ce qu'on appelait la cogestion. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, très longtemps, a élaboré agricole avec les syndicats. Vous voyez, c'est très important. Mais la FNSEA aussi a des ramifications très importantes aussi au niveau européen, sur lesquelles se jouent beaucoup de choses au niveau de la PAC, notamment les financements de la PAC. Donc la FNSEA, comme vous l'avez vu dans le dernier conflit, va avoir tendance plutôt à défendre une certaine catégorie d'agriculteurs qui sont aujourd'hui, les plus puissants, et en termes de poids économique qu'ils représentent, et aussi les plus nombreux. Puisque si vous regardez l'évolution de l'agriculture française depuis les 10 dernières années, on a deux phénomènes qui sont extrêmement préoccupants pour ce que je vous ai raconté et pour l'effondrement en fait, de la biodiversité et de l'environnement. C'est un accroissement des terres agricoles, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les exploitations sont de plus en plus importantes et elles sont de plus en plus spécialisées. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à faire soit du blé maïs, etc., mais assez peu de rotation sur les terres, ce qui écologiquement est très problématique parce que si vous avez peu de rotation, vous avez moins en fait, de respiration écologique. Bref, je vous passe ces détails. Donc la FNSEA a tendance à défendre ce type de modèle. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir changer de modèle agricole, parce que tout le monde l'appelle le CE sans savoir vraiment ce que ça veut dire, il s'agirait d'aller à rebours de cette variation, c'est-à-dire des exploitations moins grandes, moins tenues par les économies d'échelle, moins tenues par les marchés internationaux, etc., etc., moins grandes et moins spécialisées. Donc, si vous parlez de la FNSEA, c'est pas le diable, moi j'aime pas ces positions qui sont caricaturales, etc., mais ont des intérêts particuliers pour défendre des choses particulières. Et la FNSEA, si vous verrez, leur maître mot, c'est la compétitivité française qu'ils ont. Et donc, à ce titre-là, ils vont le défendre. Et donc, à ce titre-là, on revient sur le problème des pesticides, qui est, comme je vous l'ai dit, des exploitations plus grosses, plus spécialisées, égale plus de pesticides. Or, ces dernières années, un grand nombre de pesticides ont été interdits, qui a profondément handicapé les agriculteurs. Et une des parties de la colère de ces agriculteurs vient de ce qu'ils appellent à cette confrontation des normes écologiques et des normes commerciales. Vous voyez que le problème des pesticides est là. Donc, la FNSEA défend, pour vous dire rapidement, une catégorie de l'agriculteur. Ils n'en peuvent plus, les pauvres. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est qu'il y a quand même eu de très rares affaires qui ont impliqué des agriculteurs et les agriculteurs ont gagné, il y en a au moins une. Hein, je pense que Pour ça, quelles affaires?
Ah oui, Paul François, contre Monsanto. Un céréalier charentier, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. La deuxième question, c'est au sujet de la crise de l'agriculture, Ouais. la manifestation laquelle on a assisté. Donc, si je comprends bien, donc là, les médias ont un peu présenté cette crise-là en nous disant, en opposant, enfin, c'est pas que les médias, hein, en opposant l'agriculture et la transition écologique. Et parce que d'un côté, les agriculteurs, on a trop de réglementation, voilà, il faut diminuer la réglementation. Et la réglementation, c'est bon pour Le moral. l'écologie, c'est bon pour le moral de l'Europe. Et donc, voilà. Et donc, le discours que tu nous donnes, c'est qu'en fait, là encore, on oppose des choses qui n'ont pas lieu d'être opposées. Est-ce que je peux l'interpréter comme ça? Et est-ce que les conflits-to, ça rentre dans cette, structure que tu... C'est un exemple de ce que tu proposes. Oui, tout à fait. Ben, merci pour les questions. Alors, la première question sur la justice, elle est intéressante parce que finalement, on pourrait très bien dire que la justice peut être un levier dans ces combats. Alors, le problème, alors, comme disent les sociologues, il y a toujours deux niveaux de réponse. Moi, je pense qu'en France, non. Paul François, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Paul François est un céréalier charentier qui a signé Monsanto en justice pendant près de 15 ans. Il a gagné tous ses procès, en appel, etc., jusqu'au dernier procès. Bien. Il a eu, comme indemnité, vous savez ou pas, 10 000 euros environ. 10 000 euros environ. 15 ans de combat. Alors que la responsabilité de Monsanto était établie. On arrive à établir la responsabilité lorsqu'on arrive à montrer que le fabricant a été pris en défaut d'un ce qu'on appelle un défaut d'information. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné sur l'étiquette toutes les informations disponibles sur la toxicité des produits, ce qui était le cas dans le cas de Paul François. Donc, à la fois, il est condamné, mais il n'a rien eu. Bien, alors ça ne veut pas dire que tout passe par l'argent, mais ça veut dire qu'en fait, l'argent, contrairement aux États-Unis, où où le système judiciaire est très important, parce que là, Paul François, en fait, passé par le civil. Aux États-Unis, en fait, on est capable de faire des class action avec un groupe de victimes qui donne un poids beaucoup plus important et donc sont susceptibles de faire bouger les choses, beaucoup plus qu'en France. Donc, le système judiciaire français, soit ça passe soit au civil, soit encore plus au pénal. Valérie Murat, qui est une fille d'un viticulteur qui est mort, en fait, selon elle, en fait, des pesticides, a intenté une action contre X à la fois sur les industriels et sur l'État. Finalement, elle s'est embourbée dans cette procédure et n'a jamais obtenu gain de cause. Donc, je te dirais que non, le système judiciaire français, sur les intoxications des industriels, n'est pas suffisant et ne permettra pas réellement de faire bouger les choses. Néanmoins, ça a quand même une portée symbolique. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans le contexte aujourd'hui où de plus en plus, à ce qu'on appelle le contexte cognitif, s'impose l'idée que les pesticides sont dangereux. Et des combats comme celui de Paul François viennent apporter une pierre qui est très importante à ça, qui elle-même a des effets après, à la fois sur les agents administratifs, en disant, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'admettait par exemple Stéphane Le Le Foll, sur la net, c'est-à-dire que si putain, c'était focalisé sur... Donc ces combats-là permettent en fait de jouer sur le contexte collectif, mais pas tellement sur le contexte focalisé sur Yves, la sur les caméra. conflits. Alors non, peut-être je me suis mal exprimé. Non, les agriculteurs sont vraiment dans ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire dans un conflit très fort entre les normes commerciales et les normes environnementales. Je te donne un exemple. Dans l'arboriculture, si tu veux vendre une pomme, il faut vendre une pomme non tachetée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas tachetée à ce qu'on appelle la tablure. Okay, si tu as une pomme tachetée, non seulement tu ne peux pas la vendre sur les marchés internes ou à l'export, mais en plus, tu ne peux même pas le vendre souvent dans le marché secondaire, qui est le marché de la compote, sur lequel l'agriculteur va perdre de l'argent. OK? Bien. Donc, les cahiers des charges imposent un calibre, une couleur, une fermeté, et le premier cahier des charges, c'est visuel. Une pomme qui est achetée, elle est déclassée. Bien. Donc ça, c'est la norme commerciale. La norme environnementale dit sur les pesticides, vous ne devez pas utiliser plus d'une certaine dose dans vos champs, c'est-à-dire en fait sur les vergers. C'est le mot que je cherchais. Sur les vergers. Sauf que si tu veux lutter contre la tablure lorsque tu as à peu près 80 hectares, etc., eh ben, tu vas doubler, voire tripler
la dose qui est autorisée par la réglementation. Parce que si tu ne triples pas la dose, tu t'exposes en fait à des risques de déclassement commerciaux. Non, les agriculteurs, ce qu'ils disent, il faut les prendre au sérieux. C'est qu'en fait, cette confrontation, elle est elle est très forte et très étroitement liée. Mais encore une fois, elle vient du problème sur lequel j'essayais de vous dire, c'est-à-dire de ne pas raisonner le problème systémique. C'est-à-dire à partir du moment où on ne raisonnera pas le problème du cahier des charges comme étant un problème de consommation, on n'arrivera pas à raisonner le problème des pesticides. Le problème aujourd'hui, comme un certain nombre de problèmes environnementaux, c'est qu'on regarde les choses de manière sectorisée et par le petit bout de la lorgnette, alors qu'il faut le regarder comme un ensemble. Donc il y a bien une confrontation, mais qui est liée à la manière dont on voit en fait finalement les politiques publiques et les marchés. Ecofito fait évidemment fausse route, continuera à le faire, tant qu'il ne prendra pas en compte cette vision plus systémique du problème. Et ne résoudra en rien les problèmes des agriculteurs. Juste pour te le dire, ce qui est en jeu aujourd'hui dans Ecofito, et l'enjeu en fait de tous les problèmes européens, je vais prendre une seconde pour le dire, c'est que la France s'aligne aux contraintes européennes. Bah, je vais vous donner un exemple. Vous en avez peut-être entendu parler, pour revenir encore une fois sur ces confrontations entre normes et commerciales. Vous l'avez peut-être entendu parler, mais il y a un petit peu plus d'1 an, les sucriers français qui produisent de la betterave sucrière en fait, ont eu un problème parce qu'ils avaient une dérogation sur les néonicotinoïdes, pour lutter contre ça. Bien. La Cour de justice européenne a dit non, vous ne pouvez plus utiliser les non, bon, bref, vous ne pouvez plus utiliser les néonicotinoïdes ici en France, parce que vous l'avez déjà interdit. Hein, c'était le cas en 2015 avec la loi Royale. Bien. Donc, on a supprimé les néonicotinoïdes qui étaient en dérogation d'usage dans cette filière. Mais les agriculteurs ont été vent debout contre cette mesure, et je vais vous dire une chose, ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand on leur supprime ce produit, l'insecte, la puce rouge qui permet de lutter ce produit, va entraîner une baisse des récoltes qu'ils estiment à peu près à 20%. Moins 20% de la production de ces récoltes égale une hausse du prix, mécaniquement. Une hausse du prix, c'est-à-dire un prix de vente, et donc ils sont moins compétitifs par rapport au sucre qui vient à la fois d'Allemagne et du Brésil. Et le sucre qui vient d'Allemagne et du Brésil utilise, figure-toi, des néonicotinoïdes. On va baisser leur coût fixe. Donc les agriculteurs français disent, attendez, vous nous supprimez un produit au nom de la sécurité des consommateurs, mais d'un autre côté, vous laissez rentrer sur le marché des produits qui utilisent les mêmes produits. Où est la logique? Ils ont raison. Tout le pari aujourd'hui des autorités françaises, c'est de dire, aujourd'hui, si on a des autorisations de produits, il faut les avoir au niveau européen. Parce qu'au niveau national, on se tire une balle dans le pied. Mais pourquoi on se tire une balle dans le pied? Ça renvoie à un autre problème. Je t'ai parlé du cahier des charges, mais ça renvoie à un problème sur le sucre, qui est le sucre brésilien, qui est lié à l'absence de clause miroir. C'est-à-dire que si on supprime au niveau européen, ce qui n'est pas encore le cas, tous les néonicotinoïdes, il faudrait poursuivre la logique jusqu'au bout et de dire on n'accepte plus de produits qui viennent de l'extérieur et qui utilisent ces produits-là. Or, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, les agriculteurs français, lorsqu'on leur supprime un produit, se trouvent dans une forme de concurrence déloyale avec les autres, et ils ont parfaitement raison. Donc, tu vois bien, pour répondre à ta question, il y a une confrontation qui est très dure, qui vient à la fois des normes commerciales, mais qui vient aussi à la fois des réglementations internationales sur le commerce. Donc, vous voyez comment on se balade de petits problèmes en arrivant à un grand nombre de problèmes, qui est la grande caractéristique des problématiques environnementaux, parce qu'une fois que vous tirez en fait, un fil, ben, vous avez tous ces problèmes en cascade qui vous tombent dessus. J'ai deux questions. L'une, c'est plutôt sur la possibilité de généraliser votre propos. Ouais. Et puis l'autre, c'est sur la méthode. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez. Ah ben, c'est comme l'équipe en alors, parce que peut-être
le deuxième aspect, parce que nos étudiants voient des conférenciers qui sont parfois politistes, sociologues, ingénieurs. Vous avez parlé d'une difficulté d'accès au terrain. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Ouais, bien sûr. justement sur ce terrain et sur ce que vous utilisez, des entretiens, des observations, Ouais. participants, comment vous faites? Ouais, tout à fait. Alors, on utilise ce qu'on appelle des méthodologies qualitatives et qui viennent d'une tradition de la recherche qui s'appelle la Middle Ground Theory, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de comprendre d'abord les logiques des acteurs, la rationalité des acteurs, chacun à leur niveau. Ça veut dire au passage qu'on n'exclut pas un certain nombre d'acteurs. Moi, j'ai interviewé beaucoup d'industriels sans considérer que c'était des grands méchants. Donc, comment on fait? Entretien semi-directif où on essaye de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ici, par exemple, sur les downsells, quand je vous ai parlé là, on interroge en fait les gens pendant 1 heure et demie, 2 heures, pour leur dire voilà, comment tu fais pour traiter un dossier d'homologation? Quelles sont les difficultés? Raconte-moi, etc. On n'en fait pas un seul entretien, on fait plusieurs entretiens, puisqu'en fait, on essaie de recouper le nombre, les faits pour dégager des faits saillants à partir de ces entretiens-là. Donc, le premier outil, c'est l'entretien semi-directif. Le deuxième outil, c'est évidemment les rapports, toute la littérature grise, les archives, qui permettent aussi, toujours le maître mot, des recoupements entre les logiques. Par exemple, si je veux dire, je veux stabiliser un fait sur le fait que les agents de l'ANSES ne font pas ce travail-là, par exemple de travail d'évaporation, etc., je vais essayer de le recouper avec d'autres types d'entretiens, que ce soit les supérieurs hiérarchiques, les pairs, est-ce qu'on le retrouve dans la littérature, etc. La deuxième chose. Mais sur ces sujets-là, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est trouver des personnes ressources, autrement dit des informateurs ou des informatrices. C'est-à-dire des gens avec lesquels vous allez nouer des relations de confiance et qui vont vous en dire toujours plus sur les coulisses de ces systèmes-là. Parce que si vous êtes trop à l'extérieur, vous voyez finalement rien. D'ailleurs, moi, j'en tire une leçon pour mes futures recherches sur le plastique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester à l'extérieur, mais travailler avec les acteurs et répondre en grande partie avec leurs questions. Sinon, vous comprenez rien. Donc, sur la méthodologie, voilà comment on fait. Donc, vous voyez en fait que l'idée, et ça revient peut-être à la question de la généralisation, c'est d'essayer de reconstruire par l'articulation de ces méthodologies des mécanismes sociaux, et on ignore, qui sont finalement qui viennent en fait, de la méthodologie scientifique selon Kuhn, hein, c'est-à-dire de dire en fait quel type de généralité, de mécanismes plus généraux on peut tirer l'observation des faits. Et le problème de la généralisation, par exemple, moi, dans mon dispositif de production de l'ignorance, j'ai un certain nombre de propriétés qui vont me permettre de dire comment l'ignorance se reproduit. Et la question ici, maintenant, après, c'est d'identifier ces propriétés pour voir comment elles peuvent coller sur un autre terrain. Est-ce qu'on les observe sur un autre terrain où la production de l'ignorance est importante? Par exemple, ça peut être les violences sexuelles à l'église pendant longtemps. C'est-à-dire, est-ce qu'on observe les mêmes propriétés ou pas? Ou est-ce qu'il y a certaines propriétés qui changent? Donc, vous voyez, là, en fait, finalement, c'est exactement les mêmes démarches en fait, scientifiques de voir en fait, comment des propriétés plus générales peuvent s'appliquer à d'autres souches et de voir si on trouve des choses différentes et d'affiner progressivement le modèle comme ça pour voir finalement comment on perpétue l'ignorance sur d'autres secteurs. Alors, par exemple, moi qui suis un fan de rugby, je m'intéresse par exemple à savoir pourquoi les risques de commotion ne sont pas pris en compte, puisque les risques de commotion dans le rugby sont aussi un savoir inconfortable parce qu'ils permettraient de remettre en question en fait toute l'essence du sport. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je vous rappelle juste la prochaine conférence qui aura lieu le 21 mars. Donc, nous recevons Lucas Faure, qui nous parlera des ONG musulmanes en France. Donc, je vous dis au 21. Merci beaucoup. Au revoir, bonsoir. Bon, merci beaucoup. Je connais les youtubeurs. Je les connais, hein. Je les connais. Il n'y a pas de souci. Mais non, avec ça, ouais. Moi, c'est tout dans la Et d'ailleurs, on est pareil. C'est un truc qui va exploser dans pas du tout.
Parce qu'en fait, pour l'instant, on face pas à il y a beaucoup de choses à dire sur la maille. Ouais, moi, il y a ce qu'on appelle la dose journalière à midi que vous pouvez manger et pendant 20, 30 jours, etc. Et vraiment, on regarde pas mal. La dose journalière à midi, ah ouais, mais sur l'infertilité, les étudiants, Mais oui, ils ne collent pas forcément. Ouais. On a des projets à côté, et notamment sur cette matériel l'agriculture durable, notamment et qu'est-ce qui compte comme production? Ah, comme production, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, et là, sinon, il y a beaucoup de. Et alors? Moi, j'utilise des pesticides par Ouais. et donc, en fait, il n'y a pas de. Je récupère beaucoup de produits qui sont plus autorisés dans le silence, du coup, chez c'est un peu plus dur. Non, c'est et vous voulez faire quelque chose? En fait, oui, on me pose la question, mais du coup, on n'a pas encore d'experts sur ces sujets-là, justement, au niveau de la l'utilisation. Quand on a eu des contacts d'agronomes etc., ou des pays avant, et en fait, cette utilisation que les gens ont été bien, ça va. Alors, il y en a deux, mais il faut changer. La première, elle est pour les intelligences. Et aujourd'hui, tu indiques la manière dont on balance les sessions sur un. Vous pouvez la contacter maintenant. C'est quel bail ça marche? Non, mais c'est exact. L'autre, elle nourrit sur les limites. Et là, Nathalie, vous représentez la rue, parce que lui, ce projet de recherche en Sénat, c'est une utilisation des pesticides de Maurice sur une fichière. Si vous mettez Maurice pesticide à vous allez trouver parfaitement sur le. Donc, ouais, mais c'est pas un. Contactez Nathalie, parce que peut-être que des gens quelqu'un qui est dans le cas, si vous des conseils. Des infos, ça, on se fait sur la zone et. Contactez-la. Si